Vraiment. Putain, mais incroyable. Tu sais que c'est incroyable. Waouh. Incroyable. Ça, c'est mon meilleur ami, il s'appelle Hassan, c'est un artiste de ma ville. On avait un groupe à l'époque qui s'appelait Unité de Valeur, et là on était sur scène à l'époque. Et comme tu peux voir, le voir sur la vidéo, je portais des habits extrêmement larges. La veste, je crois que c'est une XL, je mettais des pantalons. Ça s'appelait pas les 7 piliers? Ça s'appelait 7 piliers capitaux au début, parce qu'on était 7, mais je sais même pas ce que ça veut dire au final, les 7 piliers capitaux. Ouais, on se considérait chacun comme un pilier important. Bref. Et après, on s'est appelé Unité de Valeur. On est dans une ère un peu de, comment on appelle ça, de boom bap bien pensant, un peu hippie, un peu ouais, les bonnes ondes, la vraie musique. Mais waouh, c'est incroyable. J'ai commencé ouais, par la percussion brésilienne, je sais pas pourquoi. En fait, au collège, j'ai eu un prof de musique, tu sais, qui m'a initié naturellement comme ça aux percussions brésiliennes. Et surtout au début, je me rappelle que c'était un prétexte pour pouvoir intégrer un espèce de voyage en milieu d'année qui nous amenait, qui était organisé par le collège. Et on allait à Valencia pour assister aux Fallas. Les Fallas, c'est une espèce de fête locale où on fait péter des pétards pendant une semaine. Et un truc ici qui était dans ma ville qui était super mal vu. Et là-bas, on faisait péter des gros pétards géants comme ça. On brûlait des espèces de statues en papier mâché. Et j'adorais ce voyage et on le faisait avec le groupe de percussion brésilienne. En fait, comme je dis, moi je fais partie d'un groupe qui dit pas son nom en fait. Moi, Némir, en vrai, c'est parce qu'on me l'impose que je suis en solo, mais en réalité, moi je suis un artiste de groupe, c'est pour ça que je fais énormément de collabs, que je sors pas beaucoup de solos. Même si en solo, je me plais parce que je suis quelqu'un qui est assez fils unique, j'aime bien m'accaparer l'espace, j'aime bien être au centre des choses aussi, c'est un peu un paradoxe. Hein. Mais on va dire que j'adore les groupes parce qu'on peut partager l'effort, parce qu'on peut partager la pression, parce qu'on peut être encore plus riche. C'est pour ça qu'aujourd'hui je bosse un peu en groupe quand je fabrique des morceaux en studio, parce que moi je suis quelqu'un, si tu me laisses face à moi-même trop de temps, je deviens contre-productif, je suis mon propre ennemi en fait. Je suis acteur, je suis juge en même temps et c'est trop compliqué. Je commence quelque chose, je le juge donc je vais jamais au bout. Alors qu'il faut aller au bout des choses et après prendre du recul et se dire oh, finalement c'était pas si mal. Et c'est ce que le travail de groupe me permet de faire en fait au final, de partager un peu. Il n'y a pas de dictature, je suis pas mon propre dictateur si on peut dire ça comme ça. Et ça c'est cool. Mais il est dans un registre, on va dire, un peu différent. Moi, je suis un mec qui vient un peu du sud. Lui, il m'évoque quelque chose peut-être d'à peine un peu plus froid. Mais ce qu'on a en commun, en tout cas, ce qui me touche le plus chez lui, c'est sa mélancolie. Et moi, c'est vraiment un état d'âme qui me touche. C'est celui qui me touche le plus, en fait. J'aime bien être sur un fil. La mélancolie, c'est... J'aime pas la tristesse au premier degré. J'aime pas la joie au premier degré. Ça me saoule. Dès que je repère une émotion trop concrète, ça a tendance à m'ennuyer, alors que la mélancolie, c'est sur un fil, c'est un peu triste, t'as envie de pleurer, mais en même temps, t'as envie de prendre une couette et te réchauffer parce qu'il y a quelque chose de réconfortant aussi, tu vois, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est en même temps les deux, et James Blake, moi j'adore parce que c'est un peu une approche de la musique tellement singulière, enfin, c'est minimal et tellement riche et universel à la fois. Moi, vraiment, il fait partie de ces artistes ouais, qui m'inspirent et que j'admire, bien sûr. Ouais, c'est le frérot, bah écoute, qui est ça c'est un mec, je crois, on discute avec lui sur MySpace. T'imagines le truc, il discutait avec Enzo à l'époque, en 2010. Et nous, on savait pas vraiment qui c'était, il a fait son petit bout de chemin, etc. Et je crois l'année dernière, où il y a 2 piges, j'avais repéré ces espèces de vidéos sur internet, c'était l'année dernière. Et j'avais envoyé un message, j'avais dit putain, j'ai bien aimé cette capsule, je trouve ton flow il est super frais. Il m'a dit ouais, mais gros, t'en rappelles pas, on parlait sur MySpace à l'époque et tout. T'es chaud de faire un son? J'ai dit ouais, il m'a envoyé et c'est de là qu'est née la collaboration. Et en fait, c'est très simple les collaborations. Tu rencontres des gens, est-ce que ça match ou ça match pas? Quand ça match, t'as l'impression qu'en fait ils ont toujours été là. Et quand ça match pas, bon, tu les oublies. Bah franchement, même moi j'ai du mal encore à y croire. Je me souviens qu'il y a 3 piges, j'étais assis sur le canapé au studio avec Enzo et je me disais dans ma tête, putain, peut-être qu'un jour je dirais ouais, enfin on a réussi à le faire cet album. Tellement on faisait de son et on jetait, on faisait de son, on les jetait. Je me rappelle même une fois, Nekfeu il était venu au studio et tout, et on devait commencer un son et tout à deux. Et je commençais un truc, je mettais play, après j'enlevais, après je disais non, pas celui-là. Après il y avait une partie du morceau que j'aimais pas, donc je parlais par-dessus. Et au bout d'un moment, j'ai rendu tellement fou, il m'a dit, hé gros, vas-y quand tu veux, tiens-moi au jus.
Tu vois, et c'était un peu cette époque-là, et j'étais tellement dans une espèce de contre-productivité que je m'infligeais moi-même, et avec Enzo, on est tellement pareil aussi. Et qu'un jour, j'étais assis sur le canapé, et pour me répéter, je me disais, vraiment un jour, je pourrais me dire, ouais, l'album il est sorti, on a réussi à le faire, et j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est impossible, c'est une espèce de cercle vicieux, un cercle temporel qui. Je sais pas si t'as vu le film Prédestination, voilà, c'est la boucle, quoi. Tu sais pas comment t'en sortir, voilà, c'est inéluctable. Moi j'attends le 6 septembre, hein, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une comète le 5. On va voir le 6 septembre quand il sera en précommande, mais c'est incroyable. Je pense que c'est le projet qui m'a fait le plus grandir, et je pense que qu'importe le projet qui viendra, je pense que je grandirai jamais autant qu'avec celui-là. Putain, incroyable, t'as mis la flèche d'or, waouh. Incroyable, comment tu connais cette histoire, c'est fou. Ouais, parce qu'on m'a dit, on me pose la question, et comment se sont faites les connexions avec Alpha, Nekfeu. La première fois que je les rencontre, c'est Grems qui fait un concert à la Flèche d'Or. Grems, un mec que j'ai rencontré, j'avais 12 piges, il était venu dans ma ville, il graffait, il faisait des freestyles, il mixait un peu, et il était incroyable tellement il savait tout faire. Et il me dit, ouais, je fais un concert à la Flèche d'Or, vous êtes à Paris, pour le Planet Rap d'Ali, si je me souviens bien, avec gros mots. Il me dit, ouais, venez et tout, et comme d'hab, freestyle à la fin, on est arrivé, et il y avait Alpha, Nekfeu, mais nous, on savait pas encore vraiment qui c'était, ou peut-être qu'on en avait entendu parler, mais légèrement. Et on se retrouve sur scène à faire un freestyle, et tu sens que voilà, c'est des performeurs, et que nous, on aimait la performance, et que sur le moment, voilà, on avait envie de bien faire, et je sais pas, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, quoi. C'est le premier moment, quoi. Il y a eu une pétition, on est 100 000 personnes à l'avoir signé. Là, je viens de recevoir un mail où on me dit que 13 Raison Moi est reconduit pour la 3e saison et qu'elle est dispo, mais je m'en fous, on veut The OA, c'est la liberté, c'est la créativité, mais c'est complètement fou. Je trouve qu'ils auraient pu au moins le maintenir, même si c'est peut-être hors budget, mais le maintenir pour se démarquer un peu et faire de Netflix quelque chose de différent, d'une espèce de plateforme un peu industrielle qui veulent que des séries courtes pour que tout le monde, voilà, au bout de la 2e saison, se dise, ah, il y a quoi de nouveau? Tu vois, le supermarché des séries, là, on tenait vraiment un truc incroyable. Et je trouve que, par rapport à une série aussi complexe, je trouve qu'il y a eu un accueil de la part du public incroyable, un accueil de la part des médias incroyable. Mais ils se sont trompés, hein. Vraiment, hein. Tant pis pour eux. Putain, c'est un truc de fou. C'est le film préféré de ma meuf, en fait. Et c'est le film que j'ai pas encore fini. Et j'ai un conflit avec ma meuf qui dure depuis je sais pas combien d'années. Et à chaque fois qu'on s'embrouille sur quelque chose, elle dit ouais, faut toujours faire des trucs comme toi tu veux, comme nanani. Et quand on se parle, il y a toujours Tati Daniel qui ressort. Je t'ai demandé de regarder un film dans ta vie avec moi, c'est Tati Daniel, et tu l'as jamais fini. Mais c'est incroyable. Et ce truc, il nous poursuit depuis au moins 4 ans. Et je crois qu'il y a 3 mois, on a reparlé encore de Tati Daniel. Voilà, que je le finisse. Putain, t'es un bon. Parce qu'il y a Jacques Attali, mais il y a la conférence de Mais qui t'a dit ça? Mais où vous avez eu ça? Putain, c'est vrai. Ouais, et là, je suis dans une autre phase, mais c'est dans la continuité. Là, j'adore regarder les conférences d'Étienne Klein. Je sais pas, moi en fait, j'arrive pas à dormir la nuit. Moi, voilà, je suis la génération des radios libres. Bon, à l'époque, je m'endormais devant des foules qui parlaient de pratiques sexuelles complètement folles avec les auditeurs, et on s'endormait devant ça. Et bon, aujourd'hui, je pense que pour me nourrir, j'ai besoin peut-être d'autres choses. Et je regarde beaucoup de documentaires. C'est toi quand Nekfeu m'a envoyé Elle pleut, j'ai écouté la première phrase et je savais que j'allais poser sur ce morceau. Quand il m'a envoyé, il m'a dit vas-y, il faut que tu poses, dis-moi ce que tu en penses. Quand je l'ai entendu, inspiré par un docu sur l'univers, insomnie et son fléau, les yeux sur mon écran jusqu'à voir fluo. Mais j'ai mis pause direct, tac. Je savais que j'allais poser dessus. Alors qu'on n'aborde pas ce terme, hein, ce thème, c'est la rupture amoureuse. Mais voilà, moi je m'endors toujours avec des documentaires ultra scientifiques, et j'adore cette chaîne, prenez le temps d'y penser, parce que je trouve qu'ils vulgarisent très bien des thématiques ultra complexes comme la mécanique quantique, je sais pas quoi, la gravité à boucle, la théorie de Planck. Et moi c'est des trucs qui me fascinent. Là, je viens d'acheter pour parler d'infiniment grand, un télescope pour observer le ciel, quoi. C'est un truc qui me passionne. Mais là en ce moment c'est vraiment Étienne Klein et comment il s'appelle, Elbaz aussi. Et j'adore m'endormir devant leurs conférences, c'est des maîtres de conférences, et ils parlent de choses complexes de façon tellement simple, et c'est fascinant, voilà. Bah Michael, qui n'a pas été fan de Michael Jackson, c'est même plus original de dire ça, ça en devient même chiant, parce que quand t'étais petit, tu voulais qu'il t'appartienne qu'à toi. Tout le monde faisait pas des spectacles devant tout le monde. Tout le monde, moi avant de rapper, j'ai commencé par la première meuf que j'ai pécho, je l'ai pécho grâce à la fête du collège en 6ème, la tête de ma mère, et c'était genre une meuf
trop bonne que tout le monde voulait pécho. Elle était déjà en quatrième, mais tu sais très bien à quel point c'est difficile en sixième de pécho une meuf de quatrième. Et la première meuf que j'ai pécho, c'est grâce au spectacle de fin d'année où j'ai dansé Michael Jackson. Et je sais pas ce qu'il lui a pris, elle faisait 1m80. Et elle a kiffé un petit comme moi qui était 2 classes en dessous. Mais c'était une belle expérience, quoi. Le problème de ma vie, chute 20. Écoute, comme chaque année, je suis très déçu de ma saison dans FIFA. Et j'ai tellement ragé que je finis toujours en fin de saison par dire jamais de la vie j'achèterai le prochain, j'y jouerai pas. Donc là je suis en phase de transition, il n'est pas sorti, je veux rien savoir de FUT. On en parle en octobre si je casse une manette ou deux, mais ouais, non, mais à tous les coups, je vais mettre 2000 balles par an. Ah, il me rend fou ce jeu. T'es un tueur. Mais moi, je te jure qu'on m'appelait... dans mon quartier, ils savaient pas dire le grand écart américain. Et les gitans, ils disaient le karatéka. Je sais pas pourquoi ils disaient ça. Et comme mon prénom c'est Mohamed, on m'a appelé pendant très longtemps durant mon enfance Mohamed Karatéka. Parce que je faisais le grand écart américain. Et les gens, je sais pas pourquoi ils entendaient pas grand écart américain, ils entendaient Karatéka. Et on m'appelait Mohamed Karatéka. C'est incroyable pour cette histoire de grand écart américain. Ouais, j'étais pas assez pour faire le grand écart américain et je dansais Michael Jackson et je faisais tout le temps cette espèce de grand écart. Là, on plie la jambe gauche et clac, on écarte à mort là. Ça, mais j'ai énormément, comment te dire, mon plaisir quand j'étais petit et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est de séduire les gens, me mettre, je te dis, au centre des choses et le grand écart américain m'a offert beaucoup d'amour pendant une grande période. Merci. Mohamed Karatéka, vraiment. Putain, mais incroyable. Tu sais que c'est incroyable. J'en ai jamais parlé ça de Mohamed. Qui t'a parlé du grand écart américain? Comment vous avez su ça?